Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie, 59 ans, qui est maître de conférence et qui réside à Paris. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment vas-tu ? Parfait, très bien. En plus, nous avons un très très beau temps aujourd'hui. Oui, c'était mieux que cette nuit. Cette nuit, il a beaucoup plu. Oui, c'est vrai. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Voilà, c'était à l'image de ce dicton. Oui. Tu es maître de conférence. En quoi consiste ce métier ? Alors, maître de conférence, en fait, c'est enseignant-chercheur. Donc, à la fois, je fais de l'enseignement et j'ai une activité de recherche. Donc, en général, sur les papiers, c'est 50-50. Oui. en temps, mais c'est vrai que, après, en fonction des années, ça peut moduler. Alors, moi, j'enseigne en faculté de pharmacie. D'accord. Et en fait, c'est surtout une activité plutôt santé publique. Et je suis dans une équipe qui s'occupe essentiellement de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé. Oh, ça c'est fort intéressant ça, et fort d'actualité. Voilà. Et donc mon enseignement en fait est surtout axé sur cette problématique-là également. Lorsqu'on fait des recherches et qu'on enseigne dans ce domaine, est-ce que du coup cela peut avoir un impact sur sa propre vie ? Est-ce que on adapte son mode de vie justement aux découvertes qu'on peut faire ? Alors je ne sais pas si on adapte, mais en tout cas quand on prend en fait ce chemin-là au niveau universitaire, même si c'est pas forcément parce qu'on a toujours un parcours un petit peu, c'est jamais linéaire, c'est que déjà à la base on a quand même un fonctionnement qui va vers un petit peu ce type d'initiative. Ce que je veux dire, c'est... Alors, je ne suis pas écolo. Oui. Et c'est vrai que il y a des choses que j'applique, que j'ai toujours appliquées, que je vois aujourd'hui mes enfants appliquent, pour essayer de faire en sorte, par exemple, que l'air intérieur, son chez-soi, en fait, soit le moins pollué possible. Et c'est vrai que c'est des démarches que j'ai toujours eues. J'ai toujours été proche de la nature. Je ne suis pas forcément à l'aise dans les grandes villes. Et tout simplement parce que j'ai toujours eu cette sensibilité. Oui. Sur l'impact de la pollution sur tout ce qui est vivant en fait. Il se trouve que là je travaille sur l'homme, mais j'aurais très bien pu travailler sur les plantes ou sur la faune en fait. Donc, mais c'est vrai que cette problématique, d'abord la problématique santé m'a toujours intéressée, et puis cette problématique environnementale, j'ai toujours eu ce goût pour l'environnement, et puis j'en ai fait mon métier. Oui, donc rien n'est anodin, rien n'arrive au hasard quelque part quand on prend le temps d'étudier un peu son parcours, et c'est très intéressant, surtout qu'actuellement on s'intéresse de plus en plus, peut-être malheureusement trop tard, à toutes ces problématiques de pollution, et tu soulignes une pollution qu'on n'évoque pas souvent, un peu quand même, mais pas souvent, la pollution intérieure, qui, il est vrai, a beaucoup d'impact, on ne s'en rend pas compte, avec plein de choses, des désodorisants et autres. Bon, je ne suis pas experte en la matière, mais il est vrai que tu fais bien d'en parler. Non, c'est vrai que la pollution de l'air intérieur est méconnue. Je dirais que il y a 20 ans à peu près que les agences, que les pouvoirs publics en fait commencent à s'intéresser, pas les scientifiques, parce que les scientifiques ont toujours alerté. Mais c'est vrai que par exemple l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur est né en 2001, donc c'est pas si vieux que ça, malheureusement. Oui. Et je pense que du grand public, ça commence parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation, mais c'est vrai que pour le grand public, l'air extérieur est beaucoup plus pollué que l'air intérieur. Or c'est l'inverse. On n'a pas les mêmes polluants. Oui. Et en fait, ce sont des habitudes de vie que l'on prend en mettant de l'encens, des bougies parfumées, des
des nébulisateurs pour que ça sente bon, des choses comme ça. Et ce sont des démarches qui sont très impactantes pour la santé, c'est vrai. Oui, ce sont des choses très bonnes à savoir. D'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez un peu plus creuser, bon, Internet n'est pas toujours une source très fiable, mais peut-être pourrez aller vous renseigner sur la question, à moins que peut-être tu aies un site ou quelque chose à conseiller à ceux qui voudraient pousser plus loin. Oh bah, il y a toujours des sites, par exemple, il y a le site de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la santé et l'environnement, enfin sécurité sanitaire et environnement et au travail. Et en fait, bon, il y a toujours en ligne des rapports qui mettent en avant un petit peu toute cette problématique de l'air intérieur. Par exemple, il y a des très beaux rapports qui sont accessibles au grand public et qui peuvent être très intéressants. Alors après, il faut bien sûr se méfier des sites parce qu'on peut trouver tout et n'importe quoi. Il faut aller plutôt vers les agences. Par exemple, oui, il y a tout ce que l'OQAI, donc je répète, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, peut donner comme information. Il y a l'ANSES, bien sûr. Et voilà, mais il faut aller plutôt vers des agences nationales, plutôt qu'aller vers des sites. Allez pas sur Pure Essentiel, par exemple, parce que Pure Essentiel, forcément, va vendre ses produits. Donc, oui. Il n'y aura pas toujours forcément les bonnes choses. Bon, je devrais peut-être pas les citer, mais parce qu'ils font polémique en ce moment. Enfin, c'est tout. Je dis, voilà, allez plutôt vers des choses officielles, plutôt que vers des choses où il y a forcément un intérêt derrière, caché. Oui, mais merci beaucoup pour ces conseils avisés, éclairés, et aussi pour la découverte de ce métier. Et est-ce que, en parlant de découverte de métier, ton bonheur est en lien avec ce dernier ? Bon, j'ai 59 ans, comme tu l'as dit. Donc, ça fait un moment que j'exerce en toxicologie environnementale. Et je dirais que voilà, j'ai plusieurs petits bonheurs. Hein. Souvent, mes grands bonheurs, bien sûr, c'est ma famille, mais ça c'est pérenne. Et puis, petit bonheur, alors effectivement, je peux avoir un dernier petit bonheur. C'était juste avant mon confinement, qui est en lien avec mon métier. J'ai la chance de pouvoir enseigner au Sénégal, à Dakar. Oui. Et en fait, donc c'est la première année où j'ai fait une semaine complète à Dakar. Et c'était juste du bonheur parce que on se retrouve face à des étudiants qui sont très demandeurs, qui ont cette chance de pouvoir aller à l'université. Parce que malheureusement, en Afrique, c'est pas pour tout le monde. Oui. Et en fait, je me suis retrouvée face à un public c'était un peu impressionnant pour moi parce que je ne savais pas comment aborder ce public. C'est la problématique africaine que je ne connaissais pas bien en fait. Oui. Surtout donc c'était santé environnement. Et en fait, ils ne m'ont donné que du bonheur parce qu'ils ont été très participatifs. Parce qu'ils m'ont aidé à reconstruire ce que j'avais prévu de faire en cours, parce que évidemment, ils avaient des problématiques qui étaient très, très africaines, et parce qu'ils venaient de pays différents d'Afrique. Donc, oui. Et en fait, d'un jour sur l'autre, ils venaient avec des documents pour enrichir mon cours, pour enrichir les discussions. Et ça a été juste du bonheur, parce que en France, en fait, j'ai tendance à appeler mes étudiants les étudiants crocodiles. Ce sont des étudiants qui sont dans l'attente. Ils vous écoutent. Ils sont tous sur leur ordinateur. Et bon, pour essayer de croiser un regard, c'est toujours compliqué, je trouve. Oui. Alors que là, ça a été juste du bonheur, quoi, d'enseigner des étudiants qui étaient très demandeurs. C'est vraiment magnifique comme bonheur. Et par celui-ci, il y a plusieurs aspects, en fait. Déjà, le fait... tu as souligné quelque chose de très intéressant, c'est que quand on a tout servi sur un plateau, dont l'école en Europe par exemple, c'est quelque chose de tellement normal qu'on ne s'y investit pas forcément, alors que quand on n'a pas la chance de pouvoir y accéder facilement, on s'implique plus. Peut-être pas pour tout le monde, mais la majorité va s'impliquer plus, va y mettre plus de cœur. Et aussi, toi en tant que professeur, quelque part, tu as encore appris. Tu as apporté, mais on t'a apporté aussi, et humainement, c'est formidable. Oui, c'est ça, parce qu'ils m'ont apporté sur la connaissance de la problématique africaine. Moi, je leur ai appris sur
le mécanisme, en fait, pourquoi un polluant était toxique, comment les polluants pouvaient passer de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà quelles étaient les gestions qu'on pouvait avoir pour essayer de limiter la pollution. Et donc ça a été donc au niveau, je dirais, enseignement, ça a été très riche des deux côtés, mais il y a eu aussi au niveau humain, j'ai trouvé que c'était vraiment superbe, aussi bien par les étudiants que par toute l'équipe enseignante qui m'a vraiment bien encadrée tout au cours de cette semaine. Bon, c'était la première fois que je faisais ça sur une semaine complète et toute seule, parce que j'ai déjà enseigné à l'étranger, mais j'étais jamais toute seule. Là, j'étais vraiment toute et vraiment, je suis partie. Bon, je suis quelqu'un d'assez anxieux en général, parce que voilà, mais là, vraiment, dès la première heure, quoi, ils m'ont mis à l'aise et c'était, voilà. Bon, c'est un bonheur professionnel et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah, c'est super. Et c'est justement la question que j'allais poser, mais tu as partiellement répondu. Dans quel état d'esprit tu partais? Donc, on l'a compris, tu étais anxieuse. Oui, anxieuse parce que, encore une fois, même si, bien sûr, j'ai regardé un petit peu la littérature scientifique, tout ce qu'il pouvait y avoir sur les problématiques africaines, même si j'avais déjà été à des jurys de thèse sur des problématiques africaines, c'est pas la même chose que d'aller enseigner de 9h du matin à 17h le soir pendant 5 jours sur la problématique environnementale, sans avoir référence en permanence à ce qui se passe en Europe, parce que bon, c'est pas ça qui les intéressait. Oui. Et donc, en fait, forcément, j'avais une base de ce que j'enseigne moi en France. Et là où j'étais très anxieuse, c'était de comment faire passer un message et d'avoir, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur ce qui se passait vraiment en Afrique. Donc, en fait, j'avais cette lacune-là. Et du coup, je partais avec cette angoisse en me disant, j'ai pas envie de me retrouver là, petite française, au milieu d'étudiants africains et leur parler de choses c'est pas leur problématique. Oui. Et en fait, ils m'ont très vite, en fait, parlé de leur expérience, parlé de ce qu'ils vivaient chacun dans leur pays, chacun en famille, voilà. Et du coup, ça a permis d'avoir des discussions très riches. Moi, en rentrant le soir, ça m'a permis d'aller faire des recherches. Et puis, du coup, ça a alimenté mon cours comme ça. Et c'était un vrai partage. C'est ça, le mot, c'est partage. Et en plus, je sens vraiment l'implication que tu mets dans ce que tu fais, la considération que tu as pour les autres. Je ne te connais pas, mais j'ai l'impression que tu es vraiment un bon professeur. Et d'ailleurs, tu m'as donné envie d'aller plus loin dans les recherches, dans tout ce que tu as exposé. Et oui, c'est ça, c'est le partage, les échanges, l'importance de ces deux termes et le bonheur que ça procure. Tout à fait. Et le bonheur a été vraiment le dernier jour. Donc, en général, je le fais, mais je le fais en France aussi, à la fin d'une UE, en général, d'une unité d'enseignement en général. Bon, souvent, quand ça s'est bien passé, quand les étudiants ont été quand même corrects et tout, souvent, c'est vrai que je fais un petit goûter, quoi. Oh, c'est génial, hein. Pour qu'on puisse en fait échanger sur les différents comment moi. Même à 59 ans, j'ai envie de m'améliorer et puis savoir comment je peux changer les choses. Et donc là, je leur avais dit, le dernier jour, on fera ça, on fera un petit goûter. Donc, ils m'ont amené des spécialités. Bon, moi, je suis allée, ce que j'ai pu trouver dans Dakar. Et vraiment, ce moment de partage était vraiment superbe. J'ai eu droit à des cadeaux, donc c'était vraiment, donc je me dis que vraiment, c'est l'aboutissement de ce que j'aime faire. Et je n'aime pas le monologue. Donc là, c'était vraiment ce que je recherche, ce que j'aimerais pouvoir créer en France. Et malheureusement, les étudiants sont dans un autre état d'esprit. Et là, vraiment, j'ai retrouvé ce que j'aime faire. Vraiment. Pour la décharge des étudiants, de nos étudiants en France, au moins en fac de pharma, c'est que ils ont un programme qui est très chargé et donc ils doivent valider des UE pour valider leurs années, et donc c'est vrai que ça ne laisse pas le temps forcément à ces échanges-là. Même si on essaye de les inciter à le faire,
sur une promo de 80 étudiants, vous en aurez 3 qui viendront régulièrement vous voir et qui resteront en contact avec vous. Bon, c'est déjà 3, mais voilà. Donc là, c'est vrai que le dernier cours que j'ai fait à Dakar, ils étaient 25. Bon, j'avais vraiment 25 participants, quoi. Oui. Donc, Et en plus, ce que tu dis est vraiment d'actualité parce que pendant la série spéciale confinement, on a eu à recevoir un professeur, ou même avant. On a vu aussi les conditions dans lesquelles vous travaillez tous, quels que soient les niveaux, à savoir parfois des classes un peu surchargées et du coup peut-être la frustration de ne pas pouvoir enseigner comme vous le voudriez toujours. Et ça, j'espère vraiment que ce sera entendu parce que beaucoup de parents ont vu l'importance de tous ceux qui enseignent. Ils ont vu aussi que c'était vraiment une vocation, que c'était vraiment un métier. Et encore une fois, tu nous le prouves, et on les avait mis à l'honneur et on les remet à l'honneur. Du coup, j'ai eu tous les niveaux, de la maternelle aux classes supérieures. Et ça, c'est génial, et d'avoir tous ces points de vue et tous ces retours parce que ça change les mentalités. Ça change les mentalités d'avoir vos retours à vous qui êtes de ce côté-là de la barrière. Et c'est super. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est vrai que on peut avoir des petits bonheurs, des petits bonheurs comme ça au niveau professionnel et ça permet de se motiver pour essayer de, même si on est un peu, c'est vrai, las parfois d'enseigner en France parce que, surtout, bon, c'est vrai que je suis pas loin de la retraite quand même. Donc des fois, on peut se décourager en se disant, oh là là, on n'arrivera jamais rien à changer. Mais on se dit que si, on peut modifier les choses. Alors effectivement, tu disais les petits effectifs. C'est vrai que les petits effectifs favorisent les échanges, aussi bien de la primaire au secondaire qu'en fac. Mais malheureusement, on a un système éducatif qui ne va pas vers ces échanges-là. Parce que quand on voit des classes de maternelle où ils sont déjà 22, c'est pas possible, quoi. Oui, c'est vrai. Donc ça commence, l'implication des élèves démarre à la petite enfance. Dès la petite enfance, en fait, je trouve qu'on a un système qui va pas bien. Moi, je suis contre les notes, par exemple. On peut faire des évaluations sans mettre de notes, parce que notes, ça veut dire frustrer certains, inhiber certains, faire ce que d'autres aient les grosses têtes. Et puis, il y a des frustrations, il y a des enfants qui ne parleront jamais parce qu'ils perdront confiance. Il n'y aura pas cette acquisition de la confiance. Et je trouve que le système éducatif français devrait revoir sa copie parce je pense qu'on va pas. Moi, j'ai toujours pensé. Oui. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. J'ai toujours pensé parce que on va pas vers cet échange, il faut pas penser qu'un enseignant c'est tout. Je veux dire, un enseignant, il est là aussi pour apprendre et on apprend beaucoup des autres. On apprend grâce au partage, à la discussion. Et ça, il faut vraiment reprendre ces valeurs-là. Oui, c'est vraiment intéressant tout ce que tu exposes, d'autant plus que il est vrai qu'il existe des structures type Montessori ou Freinet, mais qui ne sont pas très accessibles, voire très chères parfois. Voilà, voilà. C'est très cher. Et c'est plutôt vers ce type, c'est plutôt vers ce modèle que tu aimerais qu'on tende en France. Au moins qu'on tende, ou au moins qu'on laisse le choix aux parents de pouvoir y accéder. Et parce que je pense qu'un enfant qui évolue, un enfant de 6 ans, il y a des enfants de 6 ans qui savent déjà lire et écrire depuis un moment, puis il y a des enfants de 6 ans qui ne savent pas lire, qui savent pas au moins lire, écrire oui, mais pas lire. Mais c'est pas un problème, parce que ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Mais on est dans un système où, à 6 ans, il faut savoir lire. Il faut savoir écrire. Oui. Et puis voilà, et puis il faut savoir que 2 plus 2, ça fait 4 à 6 ans. Et pour moi, c'est ridicule parce qu'un enfant évolue à sa façon, à sa vitesse, et il faut pouvoir donner accès à cette éducation en fonction de l'évolution de l'enfant. Oui. Et on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Oui, c'est vrai, là, c'est plutôt les enfants qui doivent s'adapter à l'école telle qu'elle est et pas l'inverse. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Exactement, et toute la vie est comme ça. On doit s'adapter. Oui. Alors, évidemment, c'est une adaptation, mais vous rentrez dans un système professionnel, vous devez vous adapter à la structure professionnelle. On perd cette... je trouve que ce qui est fabuleux chez un enfant, c'est
spontanéité, cette innocence. Il fait les choses en fait, de façon très spontanée et puis il est très volontaire. Mais très vite en fait, on va le brider parce que il faut qu'il rentre dans un cadre. Et ça, je me suis souvent opposée, opposée à ça. J'ai fait en sorte que mes enfants essayent d'évoluer, malgré la structure scolaire. En tout cas, la maison évolue différemment. Et voilà, donc l'université devrait, malheureusement, on récupère des enfants qui ont ce système. Et quand on voit, par exemple, des étudiants Erasmus qui viennent de l'étranger, Oui, donc j'aime beaucoup les étudiants espagnols pour ça, parce qu'ils ont un système éducatif qui est différent. Et du coup, on voit beaucoup l'ouverture. Les étudiants espagnols sont très ouverts, parlent beaucoup, et parce que dès la petite enfance, ils ont un système éducatif qui est différent. Il faut vraiment ça serait bien que nos politiques repensent un peu l'enseignement. oui, c'est vrai que ce Mais serait dès la bien. petite classe, ça démarre tout petit. Il ne faut pas faire une réforme à l'université, c'est trop tard. L'éducation se fait tout chez les petits, quoi. Oui, c'est clair, hein. Bon, après, on va rester optimiste en espérant qu'un jour ça change. Et si ça n'est pas au niveau de l'État, déjà, tu donnes des pistes, hein, à tous les parents pour essayer de faire au niveau de chacun. Et pourquoi pas après que ça s'étende et qu'on change complètement de système. Pourquoi pas? Tout est possible. En tout cas, qu'on laisse le choix. Oui, Parce que c'est vrai que Montessori, Fresnel, ça peut être ce sont des bons systèmes. Il y en a d'autres. Mais le problème, c'est que quand on a un enfant en difficulté ou un enfant précoce, on ne peut pas le mettre dans des structures comme ça parce que ça coûte très cher. Et puis souvent, c'est éloigné du domicile, donc ça pose d'autres problèmes. oui, oui, c'est vrai. Et on laisse pas beaucoup le choix aux parents, en fait. On a le choix quand on a de l'argent. Mais quand on a peu d'argent, des fois, c'est compliqué. Finalement, nous sommes dans un pays où l'éducation est accessible à tous, mais finalement, pas tant que ça, si on creuse bien. Elle n'est pas égalitaire, non. Pas du tout. Voilà, c'est le mot que je cherchais, elle n'est pas égalitaire. C'est ça. Merci en tout cas beaucoup pour toutes ces pistes de réflexion, et il y en a. Je vais mettre sous la barre d'infos de ton interview les liens que tu as mentionnés plus tôt pour ceux qui s'intéresseraient à la pollution intérieure notamment. Et chers parents, chers auditeurs, hein, si cela peut vous donner envie de peut-être revoir ou réajuster l'éducation de vos enfants, peut-être discuter aussi avec leurs maîtres, maîtresses, professeurs, pourquoi pas. C'est comme ça qu'on peut changer les choses pas à pas. Et j'espère que tu vas enseigner encore quelques années, hein, puisque tu disais être proche de la retraite, parce que tu sembles vraiment être un très très bon professeur. Merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi, prends soin de cette belle profession que tu exerces et dans laquelle je te souhaite encore de multiples bonheurs. Prends soin de cette famille qui t'est chère et je te dis à très très vite. N'hésite pas surtout à revenir si tu as un autre bonheur à raconter. Ce sera avec un grand plaisir que je te recevrai à nouveau. Merci. Puis prenez soin de tout le monde. Prends soin de soi, de sa famille, de son environnement parce qu'en ce moment c'est compliqué, très compliqué. Oui, c'est clair. À très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.